Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre quotidien Appel sur le continent. En effet, tout au long de cette édition, nous allons passer en revue une thématique centrale, celle du Fonds monétaire africain. En effet, l'ancien guide libyen, le Muammar Kadhafi, en effet, avant de mourir, avait pour rêve ultime de véritablement sortir l'Afrique de ce joug monétaire dans lequel l'Afrique était enchaînée depuis des siècles. Aujourd'hui, cette question revient notamment sur la table. Le Fonds monétaire africain a-t-il un rêve que le guide libyen Muammar Kadhafi avait laissé? Est-ce que ce rêve-là peut-il être encore aujourd'hui mis en action et même mis en activité dans les différents autres pays d'Afrique? Aujourd'hui, nous allons débattre de cette thématique avec des activistes panafricanistes venant de tout droit du Burkina Faso, M. Boukari Ouedraogo, et de l'autre côté, nous avons aussi Nyanyou Niblé, qui seront des nôtres aujourd'hui pour parler de cette thématique. Le Fonds monétaire africain, le rêve du guide libyen Muammar Kadhafi peut-il encore se concrétiser aujourd'hui? Depuis un certain nombre de moments, les médias reviennent avec cette actualité qui attire l'attention de nombreux dirigeants africains et même pose la question sur la table, est-ce qu'un avenir est possible à la sortie du franc CFA? Est-ce que les pays d'Afrique centrale et même d'Afrique de manière générale peuvent-ils s'en sortir de manière indépendante sur la question monétaire? Monsieur Boukari Ouedraogo, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine. Monsieur Bonsoir, Monsieur Boukari Jérôme Ouedraogo. Biguan. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir à la cabine technique. Merci pour l'invitation. Alors, une thématique qui s'annonce plutôt actuelle et une thématique qui touche voilà, à la souveraineté monétaire des peuples africains, le Fonds monétaire africain, un rêve que le guide libyen Muammar Kadhafi, avant d'être lâchement assassiné par des puissances occidentales, avait véritablement nourri, on le rappelle encore dans ses plans. Le siège de cette banque devait être au Cameroun, à Yaoundé, et de nombreux autres départements de ce fonds monétaire-là devaient être éparpillés pour asseoir véritablement une certaine hégémonie de la finance même africaine. Aujourd'hui, à quelques années après la mort du guide libyen Muammar Kadhafi, on le rappelle encore qu'il y avait une vision plutôt unifiée de l'Afrique, qui voyait l'Afrique comme un seul pays et non comme des pays divisés. Aujourd'hui, cette question centrale revient sur la table. Le Fonds monétaire africain, est-ce que c'est possible de faire renaître ce rêve qui a été enterré ou alors a tenté d'être enterré par des puissances occidentales? Aujourd'hui, la première question que je vais vous poser à vous, Monsieur Boukari Ouedraogo, vous qui êtes un activiste panafricaniste, comment est-ce que vous voyez comment est-ce que vous voyez cette information? Pourquoi est-ce que cette information ressort exceptionnellement aujourd'hui? Alors, merci pour la pertinence de la question posée. Et effectivement, le sujet qui fait aussi l'actualité, il faut dire que depuis les indépendances formelles, les pays africains, principalement ceux de la zone CFA, les CEMAC les pays de l'IMOA consomment une monnaie néocoloniale, il faut le dire, qui compromet, qui est la source même de la compromission de leur souveraineté. Et donc, aujourd'hui, nous voyons un peu que la volonté de créer ou de revoir la question monétaire revient à tous les niveaux. Nous avons effectivement vu les pays du CEMAC essayer de faire un pas dans ce sens. Nous avons vu également ceux de la CEDEAO évoquer la question monétaire et en lien avec le sujet éco qui ne date pas d'aujourd'hui. Et effectivement, nous voyons également les pays de l'AES qui sont en train de se battre à tous les niveaux pour leur souveraineté. Parler également de la question monétaire. Les autorités ont déjà évoqué leur volonté de créer une monnaie commune dans la zone AES également, ce qui fait de ce sujet un sujet véritablement d'actualité. Et donc,
La question de savoir est-ce que l'objectif du leader, du guide libyen Muammar Kadhafi, lâchement assassiné dont la raison se retrouve liée à sa volonté de doter, d'œuvrer pour doter l'Afrique d'une monnaie commune, est déjà également à l'ordre du jour. Et donc, il faut dire que pour répondre à cette question de savoir si on peut espérer que l'objectif de créer la monnaie africaine de Mohamed Kadhafi peut être mis sur la table du débat et dans l'espoir même que cela puisse être réalisable aujourd'hui et ou dans les jours, les mois ou les années à venir. Et donc, nous allons dire que la question monétaire, nous avons vu que, comme Muammar Kadhafi, beaucoup d'autres dirigeants ont été assassinés pour cette raison. Et donc, la question monétaire et surtout la souveraineté économique est totalement indissociable à la souveraineté d'une nation, d'un pays. Il faut le dire clairement. Et donc, vous allez voir également qu'on peut se battre pour une souveraineté sur le plan militaire, on peut se battre pour une souveraineté politique et bien d'autres. Mais dès qu'on touche la question monétaire, c'est l'une des questions les plus sensibles de l'histoire de la lutte pour la souveraineté, surtout des pays de l'Afrique, parce que cela est également lié aux ressources stratégiques des pays. Et donc, nous avons constaté que dès les années 1945, pour venir, les pays occidentaux colonialistes ont mis en place des institutions qui n'ont d'autre objectif que de piller les richesses des pays faibles et de faire de leurs banques, de leurs institutions financières les plus puissantes du monde. Ils utilisent les armées pour aller imposer leur volonté dans les différents pays pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et donc, c'est ce qui s'est passé également en Libye avec Muammar Kadhafi. Nous avons vu également l'assassinat de Sylvanus Olympio. Je pense bien c'est 3 jours après avoir annoncé officiellement l'idée de la création d'une nouvelle monnaie pour le Togo. Il a été assassiné. Et donc, aujourd'hui, nous disons qu'il est possible, il est encore possible parce que rien n'est perdu. Il faut le dire clairement, on dit souvent que mieux vaut tard que jamais. Mais quand on regarde un peu l'environnement politique, l'environnement géopolitique africain, il y a un peu de doute, mais nous ne nous perdons pas espoir. Et maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que les pays africains, en réalité, en dehors de ce qui se passe dans l'AES, ne sont pas suffisamment structurés pour pouvoir vraiment lancer une monnaie commune, parce que les attaques, ils vont en avoir. Ça, il faut le dire clairement. Si les pays africains tentent d'avoir une monnaie, quel que soit le nombre de pays qui se regroupent, pour essayer de créer une monnaie commune, sans la mainmise, sans le contrôle des pays occidentaux, et de certains pays occidentaux qui pensent que nous sommes leurs propriétaires à eux. Donc, il faut dire que c'est une volonté d'échapper au contrôle de ces puissances. Et ça, ils ne vont pas accepter parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'Europe, presque tous les pays d'Europe souffrent sur le plan économique. Ils sont dans des difficultés. Et donc, quand ils sont dans les difficultés alors qu'ils gagnaient dans un autre système à quelque part et que ce système veut les échapper, ils deviennent encore plus violents. Pour cela, nous pensons que les pays africains doivent travailler s'ils veulent vraiment créer cette monnaie, qu'ils pensent beaucoup aussi à la sécurité collective
à la liberté politique, économique, à la capacité des dirigeants. Il faut qu'on puisse imposer un leadership et une diplomatie autonome pour pouvoir vraiment être vraiment le maître de nos propres décisions, afin que nos décisions ne soient pas influencées par l'extérieur. Aussi, il faut le dire, il va falloir aussi qu'au sein des pays qui vont vouloir mettre ces monnaies ou bien cette monnaie commune en place, voilà, il faut qu'il y ait pas aussi des dirigeants néo-coloniaux, comme on l'a vu avec certains pays, par exemple, avec la volonté de créer la monnaie éco dans la sous-région ouest africaine. Et nous avons vu un coup d'État stratégique organisé et imposé par Alassane Dramane Ouattara et son maître, comment il dit, Emmanuel Macron, à l'approche d'une rencontre qui aurait dû donner vraiment un pas de plus à la création de la monnaie éco. Il faut dire que derrière cette volonté de créer une monnaie autonome, une monnaie de souveraineté qui était éco, on a travaillé à créer à côté de cet objectif une monnaie éco également artificielle qui vient de nulle part, qui a été entretenue par des individus ennemis de la souveraineté de l'Afrique et qui a réussi par l'influence du maître et des valets locaux à l'interne ont réussi à perturber la création de cette monnaie qui est toujours en attente. Nous avons vu que la CEDEAO récemment a évoqué le sujet de la volonté de créer la monnaie éco, mais nous savons que tant que les autorités, tant que les dirigeants qui seront à la base de la création de cette monnaie ne sont pas des dirigeants souverains, qui ne sont pas des dirigeants qui sont engagés, qui sont capables également de prendre des risques pour la souveraineté et la liberté de leur nation, de leur pays, on ne pourra pas vraiment avoir une monnaie aussi autonome. Alors, Monsieur Boukari Ouedraogo, on va rester avec vous vite fait sur la question du Fonds monétaire africain. Ce rêve du guide libyen Muammar Kadhafi, qui est malheureusement décédé, on le rappelle encore, qui avait une vision plutôt unifiée de l'Afrique. Et la monnaie était l'un de ses principaux sujets d'action. Il avait véritablement en tête de sortir l'Afrique du joug de la colonisation par la monnaie, on le rappelle encore. Jusqu'à encore un certain nombre d'années, le franc CFA se définissait par franc des colonies françaises en Afrique. Après, ça a changé, c'est devenu le CFA est devenu communauté africaine. Donc aujourd'hui, on se retrouve véritablement dans un essor où les pays africains veulent sortir véritablement d'une décolonisation monétaire et avoir une souveraineté, parce que on le rappelle encore, un peuple qui n'a pas sa propre monnaie, qui ne fabrique pas sa propre monnaie, n'a pas véritablement les armes nécessaires pour une décolonisation et même des armes nécessaires pour avancer vers l'émergence. Mais on voudrait savoir, Monsieur Boukari Ouedraogo, pourquoi aujourd'hui, au vu de ce que vous avez dit, bien évidemment, pourquoi aujourd'hui, au vu de tous les efforts qui sont mis en place par de nombreux autres dirigeants africains, véritablement une monnaie africaine pure, produite en Afrique, n'a pas encore vu le jour. On prend l'exemple de l'éco, on prend l'exemple également du Sango du côté de la République centrafricaine. Pourquoi avec autant d'efforts aujourd'hui, on n'a pas véritablement des résultats tangibles? Il faut le dire, la question monétaire est très complexe et certains pays ont fait le test. Nous pouvons parler de la Guinée, et Sékou Touré, et donc qui pouvait être une réussite, qui a fait ses preuves à quelque part. C'est vrai que les ennemis de l'Afrique et de la révolution et de la souveraineté du continent indexent cela comme un échec que personne ne doit plus tester.
Mais à quelque part, nous avons vu que ça a été une réussite à quelque part parce que ça a quand même mobilisé, imposé en tout cas une mobilisation à tous les niveaux de l'impérialisme pour pouvoir en tout cas perturber cela. Parce que si on n'est pas sur le chemin de réussir quelque chose, je ne pense pas que cela puisse pousser l'ennemi à agir, à mettre en place tout un mécanisme de sabotage pour pouvoir empêcher. C'est parce qu'il y avait la réussite à l'interne qu'à l'externe, l'ennemi a travaillé pour avoir des gens à l'interne pour pouvoir perturber cela. Et donc, il faut le dire. Et donc, pour revenir à votre question, il faut dire qu'en réalité, nos pays, c'est-à-dire le fait que la décision, comme je le disais, on ne peut pas se libérer à moitié de l'impérialisme. Et donc, nos pays, à quelque part, les décisions sont conditionnées par l'extérieur, surtout le monde capitaliste, impérialiste. Et donc, c'est là avec par exemple, l'imposition des programmes d'ajustement structurel qui avaient à quelque part permis à l'impérialisme avec également les dettes soigneusement organisées et dans des situations confuses qui sont très difficiles à suivre et à voir les traces claires. On réussissait à imposer des conditions à nos dirigeants, de telle sorte qu'ils ne puissent pas être les décideurs à tous les niveaux en ce qui concerne leur pays. Et du coup, par exemple, quand on va regarder la question monétaire, comme je le disais, que c'est un sujet très complexe, on ne peut pas se retrouver sur un territoire où les ressources du pays sont à la portée d'une puissance extérieure qui l'exploite à volonté, au détriment même des intérêts de ce pays, et arriver à créer une monnaie stable parce qu'il y a un équilibre que la monnaie a besoin pour pouvoir, comme on appelle, compétir sur le plan international. Au-delà de cela, il y a aussi le fait que les institutions de Bretton Woods détiennent le monopole de la question monétaire sur le plan international avec l'arrimage sinon le pouvoir même que détient le dollar américain sur le plan international. Et cela leur donne une certaine marge de manœuvre qui est une menace pour tout pays faible qui voudrait vraiment se libérer sur le plan monétaire, surtout qu'il sera à quelque part lié à ces institutions, la Banque mondiale et les autres institutions. Et donc, la banque qui sera créée sur ce territoire aura à quelque part un lien avec ces institutions. Donc, il y a des marges de manœuvre, il y a des possibilités de sabotage à tous les niveaux qui ne permettent pas donc aux États vraiment de pouvoir créer une monnaie et de mieux les gérer. Comme je le disais, il est très difficile d'y arriver si on n'a pas réussi à imposer une souveraineté à tous les niveaux, sur le plan économique, diplomatique, politique et bien d'autres. Tout ce qui va avec la souveraineté, il faut d'abord pouvoir les arracher avant de pouvoir avoir toute cette capacité de prendre le contrôle de sa monnaie. Sinon, on crée la monnaie, on arrive à gérer quelque part et on utilise d'autres stratégies parce que même la question de la balance commerciale, nous voyons que la majorité de nos pays sont dans une posture déficitaire, comme on appelle à ce sujet. Et donc, ça ne permet pas vraiment de créer une monnaie et d'être mieux, comme on appelle,
équilibré. Voilà. Alors, on a un invité avec nous sur le plateau, hein. Bon, pas sur le plateau, mais sur Zoom. Il s'agit bien évidemment de notre confrère du côté du Burkina Faso, Monsieur Jonathan Naniou Niblé. Aujourd'hui, Monsieur Jonathan, bonsoir déjà et bienvenue une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média. Et merci à vous et merci pour la parole donnée. Mes salutations à l'endroit de toute l'équipe dirigeante de d'Afrique Média et ainsi qu'à mon co-débatteur Boukari Ouedraogo. Et merci à vous de me recevoir une fois de plus pour discuter de cet enjeu majeur. Il s'agit de la question monétaire qui est le pilier fondamental de toute société qui veut se construire dans le circuit des grandes nations. Alors, avant de continuer, nous allons inviter tous les spectateurs à la maison de contacter le numéro qui va s'afficher dans votre écran si vous voulez participer à l'émission. L'émission s'appelle Appel sur le continent. Donc, la primauté est donnée aux téléspectateurs n'importe où que vous soyez dans le monde. Vous êtes appelé à appeler si vous voulez participer. Alors, Monsieur Nani Niblé Jonathan, la thématique, elle est placée, hein, le Fonds monétaire africain, un rêve que l'ancien guide de Libyen, Muammar Kadhafi, avait véritablement nourri lors des années passées, hein, 2010-2011, où ça a été véritablement une période décisive. Il a malheureusement perdu la vie en 2011 et les différents rêves qu'il avait pour l'Afrique aussi ont semblé être enterrés. Aujourd'hui, la question de la monnaie revient sur la table, bien que n'ayant pas entièrement disparu. On observe véritablement un gain de nouvelles politiques qui veulent véritablement sortir de ce joug de la colonisation par la monnaie et véritablement avancer de manière indépendante, surtout en ce qui concerne la monnaie. Aujourd'hui, je vais vous poser cette question, hein, d'entrée de jeu. Est-ce que le Fonds monétaire africain, ce rêve que Muammar Kadhafi avait véritablement nourri pour tous les autres pays africains, peut-il véritablement voir le jour aujourd'hui? Et merci pour cette très belle, excellente question. Pour nous, nous pensons réellement que le Fonds monétaire africain peut être réalisé dans la mesure où il est combattu. Parce que lorsque vous émettez une idée et que cela est combattu par vos ennemis d'hier et d'aujourd'hui, ce qui voudrait dire que c'est une idée qui est prouvée, ce qui voudrait dire que c'est une idée qui est réalisable. Et nous sommes tous unanimes et conscients que si l'Afrique aujourd'hui est dominée, si l'Afrique aujourd'hui est sous le joug de l'impérialisme d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, tout cela se résume à une question économique et donc monétaire. Raison pourquoi nous estimons que l'Afrique doit se libérer de ce joug économique pour se construire dans le circuit des grandes nations, parce que c'est l'économie qui fait la politique et non la politique qui fait l'économie. C'est selon vos potentialités, c'est selon aussi vos réalités économiques qu'un pays arrive à orienter sa politique militaire, sa politique sociale et même toutes les bases fondamentales de sa doctrine étatique. Et à partir de cela, vous verrez que toutes les nations aujourd'hui qui se sont imposées dans le circuit des grandes nations, notamment les États-Unis, orientent leur diplomatie militaire vis-à-vis de leurs orientations économiques. Ce n'est pas un fait hasardeux lorsque vous vous retrouvez avec un pays comme les États-Unis qui ont à travers le monde 900 bases militaires. Ces 900 bases militaires sont là pour protéger les intérêts géostratégiques des États-Unis, notamment le pétrodollar, qui permet au dollar d'être la référence mondiale économique. Donc, pour nous, aujourd'hui, le Fonds monétaire international africain doit être une nécessité et doit voir le jour parce que cela, il va pour l'intérêt des peuples africains parce que aujourd'hui, quand vous prenez
l'Afrique. L'Afrique n'est pas à moins de 1 milliard d'habitants et en 2050, nous aurons une population qui sera estimée à 2 milliards 500 milliards d'habitants après l'Asie. Donc, avec cette masse démographique qui est en train de prendre l'ampleur, si il arrive que les pays africains ne soient pas dans la capacité à orienter leurs différentes économies afin de répondre aux besoins structurels à venir, l'Afrique sera toujours la poubelle du monde et nous aurons des comptes à rendre à nos enfants qui viendront. Raison pourquoi nous estimons que l'Afrique doit quitter cette politique qui tend réellement à nous soumettre dans la volonté de nous exploiter et d'atteindre l'objectif politico-politicien mis en œuvre par l'Occident et ses petits servants locaux. Nonobstant, nous le disons tout simplement parce que quand vous prenez tous les pays aujourd'hui qui se sont construits, ces pays se sont construits sur la base de leur potentialité socio-économique. Or, quand vous prenez aujourd'hui l'Afrique, l'Afrique regorge les potentialités économiques les plus élevées de la planète Terre. Nous partons au niveau des ressources énergétiques. L'Afrique est la première puissance. Lorsque nous partons au niveau des ressources minéralogiques, l'Afrique est la première puissance. Lorsque nous partons au niveau des ressources minières, l'Afrique est la première puissance. Donc, l'ensemble de toutes ces ressources réunies permet à l'Afrique réellement de mettre en œuvre une politique économique puissante. Et aussi, ce qui freine aujourd'hui l'Afrique à prendre son envol économique, cela est dû en partie à ces hommes politiques qui sont en panne, il faut le dire, qui sont en panne de la conscience historique de l'Afrique véritable. Parce que lorsque on se limite à expliquer l'histoire de l'Afrique à travers l'esclavage et la colonisation, nous commettons une erreur rarissime et gravissime. Il faut avoir le courage de le dire, que cela ne reflète pas la véritable réalité politique, historique de l'Afrique. Donc pour nous, aujourd'hui, l'Afrique peut réellement construire sa monnaie. Et pour construire cette monnaie-là, il faut des Africains conscients qui ont une conscience historique solide. Il faut des gouvernants africains capables de protéger les intérêts géostratégiques de l'Afrique. Et c'est ce que nos dirigeants sont en train de faire au niveau de l'espace AES. Aujourd'hui, quand vous prenez l'uranium du Niger, cet uranium est passé sous contrôle total de l'État du Niger. Lorsque vous revenez au Burkina Faso, qui fait partie des 5 piliers fondamentaux de la production de l'or en Afrique, le Burkina Faso est en train de mettre en place des politiques pour contrôler sa ressource minière de l'or. Vous partez au Mali, c'est aussi la même chose. Et aussi au niveau de la relance économique, c'est toute une batterie de politiques qui sont en train d'être mises en œuvre pour pouvoir permettre à nos 3 États pour lancer la nouvelle monnaie régionale qui va être le début du déclenchement des États-Unis et d'Afrique. Car pour arriver réellement à construire une monnaie forte, une monnaie puissante, il faut d'abord contrôler les piliers fondamentaux de vos différentes économies. Et aujourd'hui, nous sommes sur cet élan. Donc, raison pourquoi nous estimons que nous pouvons réellement penser à la mise en œuvre d'un fonds monétaire africain, surtout avec un peuple conscient des enjeux géostratégiques du monde. C'est un peu cela. Alors, le Fonds monétaire africain, on va le rappeler, est une institution financière qui est panafricaine, une institution financière panafricaine qui avait été promue voilà, à l'époque par le guide libyen Muammar Kadhafi, aujourd'hui décédé. C'est une institution panafricaine de l'Union africaine qui vise voilà, à promouvoir la stabilité macroéconomique et le développement en Afrique. Les informations nous disent que bien que les statuts aient été adoptés, le FMA n'est
toujours pas encore opérationnel, n'est pas encore opérationnel autant pour moi, car il doit être ratifié par les différents États membres et sa mise en œuvre est en cours de planification. Aujourd'hui, monsieur Jonathan, on reste avec vous, hein, Jonathan Nyanyou-Niblé. Pourquoi est-ce que certains États véritablement traînent le pas pour ratifier et accorder voilà, la mise sur pied de ce Fonds monétaire africain? Oui, et il faut le dire, aujourd'hui, l'Afrique souffre de la condescendance congénitale du partage de l'Afrique de 1884 à 1885. Aujourd'hui, nous avons assez de dirigeants africains qui n'ont rien à foutre avec l'Afrique. Et tout ce qui nous permet de dire que ces dirigeants sont des Africains, ce n'est rien d'autre que la couleur de la peau. Mais en réalité, ces dirigeants ont presque tous les biens qui se trouvent en Occident. Ces dirigeants africains n'ont rien d'africain. Notamment quand vous prenez le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas venir convaincre un Africain que ce dernier est un Africain parce qu'aujourd'hui, il travaille pour réellement satisfaire les intérêts géostratégiques de l'Occident. Il y a assez de présidents africains qui le font. Et aussi, et si cela n'arrive pas, cela aussi est dû, comme je le disais précédemment, au manque de conscience historique des peuples africains. Aujourd'hui, combien d'Africains savent que l'Afrique est le pilier fondamental qui permet au monde entier de fonctionner sur la base même de ses potentialités culturelles et technologiques, etc., etc. Lisez Cheikh Anta Diop dans son document intitulé Nation et culture, plus précisément à la page 411. Il le dit. Donc pour nous, aujourd'hui, si cette conviction de vouloir mettre en place les États, le Fonds monétaire africain n'arrive pas à avoir lieu, c'est tout simplement parce que on a des dirigeants qui ont décidé de ne pas se battre pour les intérêts géostratégiques de l'Afrique. Et en dehors de cela, quand vous prenez l'Union africaine, elle est monnaie. Pourquoi elle est monnaie? Et quand vous prenez la contribution au niveau même du fonctionnement de l'Union africaine, les Africains, à travers les 54 pays africains, ne sont même pas majoritaires au niveau même de la contribution même du fonctionnement de notre institution continentale. C'est l'Occident qui est en tête. Quand vous prenez le palais de l'Union africaine qui est à Addis Abeba, ce n'est rien d'autre que la Chine qui est venue construire ce palais pour permettre aux Africains de se réunir et enfin de décider pour l'Afrique. Donc, compte tenu de toutes ces réalités existentielles et factuelles que nous avons constatées et que nous continuons à constater, nous pouvons dire que c'est l'ensemble de toutes ces panoplies et d'irresponsabilité des Africains qui font que les Africains se trouvent dans l'incapacité même à décider de ce qui doit être propre pour eux. Parce que ce que nous devrons savoir, notre bonheur ne viendra pas de l'Occident, notre bonheur ne viendra pas même de la Chine. Parce que il faudra aussi savoir que s'il arrive que l'Afrique aujourd'hui se réveille pour être une nation forte, pour être une puissance forte, cela n'arrangera aucune puissance étrangère. Donc, chacun vient en Afrique pour ses intérêts. Maintenant, pour ceux qui viennent par rapport à leurs intérêts, il y a ceux-là même qui réellement viennent pour une coopération. Et par contre aussi, il y a ceux-là même qui viennent pour la politique de l'imposition, je parle notamment de l'Occident, qui nous impose la volonté politique. Et de l'autre côté, nous avons la Chine et d'autres pays qui viennent avec des coopérations gagnant-gagnantes. Donc pour nous, si les peuples africains veulent réellement arriver à mettre en œuvre cette politique, il va falloir que les peuples africains se lèvent pour réellement bouder hors d'état de nuit ces dirigeants qui travaillent jour et nuit avec l'Occident pour nous maintenir dans cet état de pauvreté, dans cet état de mésentente que nous sommes en train de vivre. Et pour nous, pour réellement aussi arriver à mettre cela en place, il faut qu'il y ait une renaissance et une prise de conscience collective de la conscience historique des peuples africains. C'est réellement l'ensemble de ces valeurs qui permettront aux peuples africains de se lever et de prendre conscience que la guerre
qui nous a été imposée de l'esclavage à la colonisation jusqu'à aujourd'hui est une guerre qui est foncièrement économique, notamment monétaire. Alors, on se tourne vers vous une fois de plus, monsieur Boukari Ouedraogo, autant pour moi, pour voilà maintenant parler d'une deuxième pan de cette thématique qui est le Fonds monétaire africain. Est-ce que le rêve de l'ancien guide libyen Muammar Kadhafi peut-il être réalisé ou réalisable? Est-il réalisable? Aujourd'hui, on se rend compte que de nombreux pays africains experts ou en tout cas tendent vers une émergence dans les 10 prochaines années, notamment pour le Cameroun qui a fixé la date de son émergence en 2035 et de nombreux autres pays ont fixé également des dates de l'émergence sur une économie. On sait très bien qu'on appelle un nouveau pays émergent tout pays dont le PIB a 2 chiffres. Donc c'est à partir de 10, c'est dans cet essor que de nombreux pays comme le Brésil sont des nouveaux pays industrialisés et c'est forcément l'objectif que se posent aujourd'hui de nombreux autres États d'atteindre ce niveau de nouveaux pays industrialisés et voilà de braquer aussi l'émergence dans leur pays. Alors monsieur Boukari Ouedraogo, aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement, selon vous et selon vos analyses, bien évidemment, que les pays africains pourront atteindre ces objectifs qui se sont fixés s'ils restent réellement accrochés à une monnaie comme le franc CFA? Oui, il faut dire que les pays africains, si nous l'ont ces bases, si les réalités géopolitiques actuelles, nous pensons que les pays africains peuvent atteindre l'objectif de la création de cette monnaie commune. Alors, pourquoi nous le disons? Parce que aujourd'hui, il faut le dire, le monde fait face à un bouleversement géopolitique imposant aux différents États une sorte de reconfiguration, sinon de repositionnement géostratégique sur l'échiquier international. Et donc, d'autres puissances qui étaient à un certain niveau de capacité de nuisance contre quiconque se retrouve en difficulté sur un certain nombre de situations. Donc, ils ne peuvent pas agir en toute quiétude sur tous les plans et à tous les niveaux des 4 points du monde. Il faut le dire clairement parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, la question monétaire est indissociable à la question des souverainetés et la question des souverainetés est également indissociable à la question sécuritaire. Et non, quand on parle de sécurité, on parle également de puissance militaire, de capacité de sécurisation d'un territoire donné et pour pouvoir agir en toute autonomie à l'intérieur de ce territoire bien défini qui vous est attribué pour parler des pays qui sont sectionnés par le colonialisme ou encore qui vous revient d'héritage en quelque sorte. Donc, il va falloir avoir cette capacité de pouvoir se protéger cet espace donné afin de pouvoir agir en toute autonomie à l'intérieur. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la montée en puissance des nouveaux pays émergents comme les pays du BRICS, qui regroupe, j'ai dit le BRICS parce que c'est une entité qui regroupe en général tous les pays qui ont à quelque part une autre manière, une autre vision du monde qui vient nuancer l'ordre qui existait depuis les années 45, l'après-guerre mondiale. Donc, aujourd'hui, nous voyons également le BRICS qui a un objectif monétaire qui est en train de se reconfigurer,
qui est à quelque part pour les gens du système dominant, le monde occidental, comme une menace. Et donc, nous pouvons profiter de ce bouleversement-là pour mieux nous repositionner. C'est ce que, par exemple, les pays du Sahel, les pays de l'AES ont réussi jusqu'à présent en train de vraiment réussir à profiter, parce que vous allez voir que nous avons des partenaires qui ne sont pas, il faut le dire clairement, qui ne sont pas les entre griffes, nos partenaires traditionnels, sinon ces colonialistes qui nous avaient pris en otage, qui ne sont pas ces personnes-là. Ce n'est pas eux qui nous livrent les armes. Au contraire, c'est eux qui combattent cette livraison des armes qui permet à nos armées de se doter de moyens logistiques à la hauteur de la menace. Et donc, quand on va pouvoir jouer à ce jeu, nous allons pouvoir avoir des États à quelque part qui ont une certaine marge de manœuvre qui peuvent vraiment, dont les dirigeants peuvent vraiment décider pour les pays et pour les peuples. Et à ce niveau, on peut se retrouver même, pour certains, même s'ils n'ont pas totalement rompu, mais le fait qu'il y a l'équilibre en fait de la terreur en quelque part, ou encore un pays qui arrive à se mettre dans une posture où il équilibre en tout cas ses relations avec les différents partenaires du monde, c'est-à-dire il commerce, il traite avec les pays occidentaux, il traite avec les pays les nouveaux pays émergents comme la Chine et autres. Et donc, vous allez voir que de l'autre côté, si on combat ces positions, on le pousse dans la main de l'autre. Du coup, on va se retrouver dans une difficulté d'imposer sa volonté comme on le faisait d'habitude. Et donc, c'est là aussi le fait aussi que certains pays sont en train de prendre leur, comment on appelle, leur courage à deux mains pour affronter les puissances colonialistes, pour se libérer. Cela aussi met une pression derrière certains dirigeants qui étaient dans le laisser-aller, qui ne voulaient pas se battre pour leur souveraineté. Ça met une pression derrière parce qu'eux aussi, les peuples les regardent. Et donc, à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à s'assumer, ils seront obligés de partir. Et à ce rythme, nous sommes carrément poussés vers, en tout cas, la souveraineté, et cela pourra aboutir à la possibilité donc des pays africains à atteindre des objectifs, à atteindre une certaine liberté jamais atteinte dans le passé. Alors, on va tout de suite déjà corriger quelque chose que j'ai dit. J'ai dit que les nouveaux pays développés étaient des pays dont le PIB, c'était pas le PIB, c'était le taux de croissance. Voilà, les nouveaux pays développés sont des pays dont le taux de croissance atteint deux chiffres. C'est le cas notamment des BRICS, de certains pays des BRICS, on va le rappeler. Le Brésil en fait partie. Alors, je tenais à rectifier ça. Alors, on reste avec vous, monsieur Boukari Ouedraogo, on parle de souveraineté monétaire aujourd'hui, un rêve qui est en train de voir véritablement une concrétisation, mais une question se pose, voilà, si l'Union africaine est véritablement cette institution qui veut rendre possible la mise sur pied ou bien lancer une telle initiative, est-ce que cette initiative ne sera peut-être pas biaisée? On le rappelle encore, de nombreux panafricanistes accusent l'Union africaine d'être à la solde des puissances occidentales pour maintenir l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, on va le dire, dans le joug de l'esclavage moderne. Alors, si est-ce que l'Union africaine, c'est une question, est-ce que l'Union africaine est-elle l'institution qui est jugée véritablement en droit de mettre sur pied ou bien de lancer une telle initiative?
Alors, si l'Union africaine était une union véritablement africaine, nous ne pensons pas que l'Afrique aurait dû perdre certains de ses leaders. Et surtout, on peut accepter les coups d'État, par exemple, qui ont apporté certains leaders comme Thomas Sankara, Sylvanus Olympio et bien d'autres. Mais, par exemple, mener une guerre de plusieurs jours pour aller déloger un dirigeant comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo en 2011 qui a porté Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, le plus grand défenseur de la monnaie coloniale, comment on appelle le CFA, et qui a dit ouvertement, publiquement, que la monnaie CFA, c'est notre monnaie. Nous l'avons choisi librement. Bon, c'est pour un économiste qui le dit. Je pense que moi, je ne suis pas économiste, mais je suis sûr et certain, peut-être si vous le voulez, vous pouvez nous envoyer un économiste qui va vraiment débattre sur ce sujet. Je ne pense pas qu'il puisse me convaincre que la monnaie CFA, je ne pense pas où il va sortir les arguments pour nous prouver que la monnaie CFA puisse être une monnaie que les pays africains ont choisi librement. Ce qui veut dire que à quelque part, il y a un problème. Et donc, aussi, quand on va voir comment ils ont assassiné Muammar Kadhafi, qu'ils ont combattu pendant une longue durée avant de pouvoir atteindre, nous avons observé toutes les institutions dites africaines et les différents pays africains, les leaders, les dirigeants africains qui sont restés passifs. Et donc, cela veut dire que l'Afrique même en tant que telle, sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique, n'existait pas. Voilà, mais espérons qu'aujourd'hui, ça va commencer à exister. Parce que c'est parce que ça n'a pas existé qu'on arrive à faire ces trucs-là aux Africains. Et aujourd'hui, nous parlons d'une monnaie africaine. Est-ce qu'une monnaie africaine, Muammar Kadhafi lui seul ne peut pas lancer une monnaie africaine? Puisqu'il faut l'adhésion, il faut une véritable adhésion des autres leaders. Et donc, si ça devient voilà, la monnaie de Muammar Kadhafi, mais ils vont assassiner Muammar Kadhafi et puis la monnaie va s'arrêter. Et c'est ce qu'on nous a fait. Parce qu'en réalité, j'en appelais par exemple Blaise Compaoré, qui était le président du Burkina Faso à l'époque, et puis il a dit non, c'est pas nous, c'est Muammar Kadhafi. Et ils ont appelé ailleurs, l'autre aussi va dire non, c'est pas nous, c'est Muammar Kadhafi. Mais on assassine Muammar Kadhafi et puis c'est fini, la monnaie s'arrête. Voilà, si on appelait les pays africains pour dire, bon, c'est vous qui voulez créer une monnaie, et puis chacun dit oui, c'est nous qui voulons créer une monnaie, ça veut dire qu'on est engagé et chacun va travailler à son niveau pour pouvoir faire de telle sorte que son entourage puisse être engagé pour ce projet. Là, maintenant, assassiner un individu ne peut pas arrêter ce projet. Pas vous assassiner un président, demain un autre président prend, il continue. Vous allez faire quoi? Il faut chercher la solution ailleurs. Et c'est ça la réalité, et c'est ça la triste réalité de notre continent. Et jusqu'à présent, on est arrivé à créer des individus qu'on a endoctrinés, qu'on a fabriqués, des gens qui sont passifs, qu'on s'est battu pour mettre à la tête de nos institutions, de nos pays, qui sont là pour rendre compte à l'ennemi. Et c'est ça la réalité. Et donc, nous disons que pour que vraiment l'Afrique puisse évoluer, en tout cas, et atteindre ses objectifs de souveraineté, il va falloir qu'on en finisse avec cette façon de faire les choses. On se tourne maintenant vers vous, Jonathan Nyanyou Niblé. Une monnaie africaine, un sujet longuement mis sur la table par de nombreux analystes et économistes et même de nombreuses politiques, mais qui à la fin, une monnaie qui n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, ce sujet revient encore sur la table. On se rappelle que quand le guide libyen Muammar Kadhafi avait instauré ou alors avait émis l'idée à ses confrères africains,
de nombreux d'entre eux étaient partants, mais au moment où ce dernier fut assassiné, comme notre confrère l'a si bien dit, d'aucuns ont été appelés. C'était le cas de l'ancien président Blaise Compaoré du Burkina Faso, qui lui avait dit qu'il n'était pas parmi ceux qui voulaient une monnaie africaine, hein, et que c'était uniquement l'initiative de Mohamed Kadhafi. Il a été assassiné le 20 octobre 2011 à cause notamment de cette initiative. Aujourd'hui, le sujet revient sur la table, monsieur Jonathan Nyanyou Niblé. Est-ce que les Occidentaux qui nous maintiennent depuis longtemps sous le joug de la colonisation monétaire vont-ils permettre à ce que les Africains réellement sortent de cette monnaie enfin et que ces derniers puissent avoir une liberté monétaire et financière? Merci encore pour ce rebondissement et pour cette belle question. Et pour nous, au grand jamais, et l'Occident ne permettra aux peuples africains d'avoir leur propre monnaie parce que le leadership de l'Occident a été mis en œuvre à partir même du pillage des peuples africains. Aucun historien, quel que soit son niveau de connaissance, ne peut démentir ce que nous sommes en train de dire. Quand vous prenez aujourd'hui l'Occident, avant même la mise en œuvre de l'esclavage, l'Occident se retrouvait dans un état de pauvreté énorme. Il n'y avait jamais eu de milliardaires en Europe avant même la naissance de l'esclavage. Les premiers milliardaires européens sont nés à partir de la mise en œuvre de l'esclavage et à partir de la mise en œuvre aussi de la colonisation. Et quand vous prenez la superpuissance occidentale, quand est-ce qu'est née cette superpuissance occidentale? Cette superpuissance occidentale est née à partir de l'esclavage et aussi à partir de la colonisation. Pour dire quoi? Que l'Occident aujourd'hui a construit son leadership sur la base du pillage des peuples africains, sur la base du gigant mensonge économique mis en œuvre par l'Occident dans l'optique de maintenir les peuples africains dans l'esclavage. Aujourd'hui, quand on parle des États-Unis d'Amérique, que pouvaient être les États-Unis d'Amérique sans l'esclavage et sans le viol de notre imaginaire? Donc pour nous, aujourd'hui, l'Occident, dans tout son ensemble, n'a pas intérêt que les peuples africains aient eux-mêmes leur propre monnaie, parce que si nous avons nous-mêmes notre propre monnaie, ça sera la chute vertigineuse et exponentielle de tout l'Occident. Raison pourquoi ils ont travaillé à mettre en place toutes les stratagèmes possibles pour nous maintenir sur les jours. En nous donnant la démocratie qui consiste à placer les petits servants locaux au pouvoir pour réellement jouir du pouvoir entre eux et l'Occident. Et après cela, il y a eu le viol de notre imaginaire culturel et aussi plusieurs mesures politiques qui tendent réellement à maintenir les peuples africains dans les jours. Donc, pour nous, cela les Occidentaux plutôt intérêt et n'auront jamais intérêt que nous sortons de la yoga en créant nous-mêmes notre propre monnaie. Maintenant, la création de la monnaie des peuples africains viendra à partir de la prise de conscience des peuples africains à eux-mêmes à s'affirmer et à se construire dans le chiquier des grandes nations. Raison pourquoi aujourd'hui, quand vous revenez aujourd'hui au niveau des peuples de l'AES, il y a une prise de conscience collective, non seulement des peuples, mais aussi des dirigeants à construire une nation forte qui sera capable de se décider soi-même et de s'affirmer dans le chiquier des grandes nations. Donc pour nous, réellement, les peuples africains auront la mise en œuvre de leur propre monnaie à partir du moment où ils prendront conscience à travers tous les 54 pays africains à se sécuriser d'abord au premier plan, qui est le point le plus
névralgique dans la déstabilisation des peuples africains, à contrôler nos ressources stratégiques et une prise de conscience collective. Et vis-à-vis de cela, lorsqu'on décidera de mettre en œuvre une monnaie continentale, même s'il y a des velléités de déstabilisation venant de l'Occident, nous pourrons réellement contrer cela. Et c'est ce que certains pays de l'Asie ont fait, tels que la Chine, tels que l'Inde, aujourd'hui qui sont devenus des grandes puissances et qui s'imposeront d'ici dans 25 ans. À titre d'exemple, quand vous prenez l'Agence des statistiques économiques, Ecofin, qui le dit que en 2050, la Chine sera la première puissance officiellement économique, suivie de l'Inde en deuxième position et des États-Unis d'Amérique en troisième position, et suivi et en 16e position, la France. Donc pour nous, aujourd'hui, la création d'une monnaie panafricaine viendra non seulement d'une prise de conscience des peuples, mais aussi de la capacité des peuples africains à se sécuriser et non d'une permission venant de l'Occident, parce que l'Occident aujourd'hui, sans l'Afrique, l'Occident ne pourra jamais se construire. L'Occident sera dans une déstabilisation économique énorme. Et aujourd'hui, l'Occident est en train de jouer pour sa survie, ce qui est d'ailleurs normal. Et nous, c'est à nous, les peuples africains, de prendre conscience que nous avons un avenir à construire, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, et aussi à suivre. On a là sans doute un problème de réseau du côté de monsieur Jonathan Nyanyou Niblé. Jonathan, est-ce que vous nous écoutez? Jonathan, est-ce que vous nous écoutez? Alors, on va rester sur la même thématique, mais on se retourne vers vous, monsieur Boukari Ouedraogo. Allô? Monsieur Jonathan, est-ce que vous nous écoutez? On se tourne vers vous, monsieur Boukari Ouedraogo. Malheureusement, monsieur Jonathan a eu un problème avec Internet. On vous repose la même question pour avoir votre vision aujourd'hui. Est-ce que les pays occidentaux qui maintiennent les pays africains dans la colonisation monétaire vont-ils accepter de manière gré de laisser cette institution prendre vie et laisser par ricochet libre cours à une nouvelle monnaie africaine? On le rappelle encore, une monnaie africaine est une monnaie qui va laisser libre cours à la véritable liberté et politique et économique même et à l'essor de nouvelles économies et industries du côté de l'Afrique. Mais est-ce que, on veut votre analyse sur la question, bien évidemment, est-ce que vous pensez que les pays occidentaux vont laisser libre cours à cette institution de véritablement prendre pied et de voir le jour, monsieur Boukari Ouedraogo? Alors, la question de savoir si ces institutions, si ces Occidentaux laisseront cette monnaie voit le jour, la réponse se retrouve tout simplement dans l'histoire, parce que il est dit qu'un peuple qui n'apprend pas son histoire est appelé à revivre son passé. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un passé qui est un passé, disons, amer, ce qui n'est pas souhaitable. Et donc, comme le peuple africain, je pense que ça sera vraiment dangereux de ne pas vraiment tenir compte donc de l'histoire. Et donc, quand on tient compte de l'histoire, il faut dire que depuis plusieurs siècles, nous sommes sous colonisation. Et donc, jusqu'à présent, même les combats que les Africains, les peuples opprimés ont essayé de mener pour atteindre des objectifs, ils ont trouvé toujours une solution pour leur voler leur victoire. Et donc, pour preuve, nous voyons par exemple
la question de décolonisation. Lorsque les Occidentaux sont venus prendre en otage les pays africains, à un moment donné, les gens ont compris qu'il fallait se battre parce que nous sommes tous des humains et il est difficile de comprendre comment un être humain peut venir, moi, me prendre comme un animal qu'il utilise comme il veut, alors que j'avais le droit d'être libre comme lui et de vivre librement comme lui. Et donc les gens se sont battus. Mais lorsqu'ils ont compris qu'ils sont arrivés à un moment où ils ne pouvaient plus maintenir les gens sous leur domination à ce niveau, donc maintenir les gens en tant qu'esclaves, emprisonner l'individu physiquement et le faire de lui ce qu'on veut, ils ont créé, ils ont profité, voilà, de la création de l'industrialisation et ils nous ont libérés avec une autre stratégie qui est le néocolonialisme. Ils ont installé leur système politique depuis nos différents territoires. Ils ont ramené les élèves et ils ont assassiné ceux qui sont des élèves en griffes têtues, qui ne sont pas des répétiteurs par excellence de ce qu'ils veulent. Ils ont travaillé à les écarter, à les assassiner, à les empêcher de prendre le devant et de diriger notre société. Et donc, voici un peu comment ils se sont imposés et ils nous ont dit qu'ils nous ont donné une indépendance. Comment ils ont voté des lois pour dire qu'ils condamnent donc la colonisation. Et donc, alors qu'ils nous libèrent pour que nous rentrons à la maison, pour que nous produisions, pour faire tourner les usines. Voici comment ils ont volé la victoire de cette lutte pour l'indépendance. Aussi longtemps que ces dirigeants depuis nos territoires auront les oreilles en Occident écoutées et appliquées. Et donc, ce que nous faisons ici, l'effort que nous posons à quelque part, leur apporte, ils bénéficient de ces intérêts. Et depuis lors, nous sommes dans ça. Et pour cela, il faut se battre pour que nous ne soyons pas industrialisés. Nous ne connaissions pas également, l'industrialisation, comment ils sont en train de connaître depuis des siècles. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, quand on a parlé à tous les niveaux, même la question du multipartisme a été imposée par la France, alors que pendant qu'ils avaient installé des dirigeants bien soumis, ils ont protégé les partis uniques. Mais à un moment donné, c'est eux-mêmes qui ont imposé le multipartisme, parce qu'il était arrivé à un moment donné avec les pays du bloc communiste, où ces personnes, les dirigeants qui étaient au pouvoir, qui ont tant duré, qui devenaient difficiles à contrôler, voulaient se permettre, pour certains, de faire le choix. Donc, il faut créer le multipartisme pour que le pouvoir soit bousculé, voilà, de telle sorte que le monsieur soit averti, de telle sorte qu'il sache que nous sommes bien assis, c'est lui, nous avons une marge de manœuvre. Donc, du coup, on crée des opposants. Et puis, tu sais que si tu y fais, on va les aider, ils vont prendre ton pouvoir. Parce qu'à part le multipartisme, et pour cela, ça a été imposé. Et c'est après cela, maintenant, que les coups d'État et autres ont été organisés pour déloger certains qui sont devenus têtus, pour imposer certains et bien d'autres. Et donc, pour dire que s'ils ont fait ça jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu comment ils ont menti et puis ils sont partis dans certains pays pour aller massacrer des milliers, voire des millions de peuples dans certains coins du monde pour juste voler de l'or, piller du pétrole, assassiner des dirigeants pour briser une vision politique pour pouvoir s'imposer. Et donc, s'ils ont fait ça dans le passé, est-ce qu'aujourd'hui, qui sont-ils devenus pour nous permettre donc à nous d'être libres, de créer notre monnaie qui va nous rendre souverains et qui va faire de telle sorte que nous puissions échapper leur contrôle et leur pillage. Je pense que la réponse est là, est déjà là.
ils ne peuvent pas nous laisser parce qu'aujourd'hui même, ils en ont beaucoup plus besoin que dans le passé parce que nous voyons une menace de leur système à tous les niveaux, une difficulté de pouvoir s'approvisionner dans certains pays qui est en train de se réaliser, qui est en train, et certains pays qui sont dans la volonté de prendre leur souveraineté, qui sont en train de se positionner et qui luttent pour leur souveraineté, qui sont en train de se battre. On voit également ces tensions-là un peu partout dans le monde où derrière on trouve les mêmes individus, les mêmes groupes de personnes qui sont en train de se battre. Et quand on part voir le fond, on voit que c'est la guerre de l'or, du diamant qui se cache, du pétrole qui se cache derrière. Et donc, il faut le dire clairement, si les pays africains veulent créer leur monnaie, il est temps que nous nous préparons d'abord à asseoir une politique solidaire, et une politique solidaire sur tous les plans, surtout sécuritaire. J'insiste beaucoup sur la sécurité collective pour que les pays africains travaillent à collaborer sur ce plan, à se soutenir mutuellement pour que la sécurité puisse régner, pour que l'infiltration et la manipulation puissent être réduites, afin que nous puissions y arriver. Sinon, chaque fois qu'on va essayer d'y aller, il va falloir aller les consulter. Et puis, ils vont nous montrer les conditions, ce qui les arrange et ce qui ne les arrange pas. Ou bien, vous savez ce qui va arriver à quelqu'un. Et donc, ils vont continuer la même chose. Voilà. Et là, moi, je pense qu'il n'y a rien au monde aujourd'hui qui prouve qui peut vraiment nous permettre de dire que l'Occident peut nous permettre vraiment de créer notre monnaie en toute liberté, sans vraiment les croiser en tout cas sur notre chemin. Ça doit venir donc de notre capacité de les affronter. Alors, on reste sur la capacité d'affronter, hein, vous l'avez si bien dit, les pays occidentaux qui nous maintiennent dans le joug de la colonisation monétaire ne vont pas nous laisser, ne vont pas laisser les pays africains créer un fonds monétaire africain et mettre sur le marché monétaire une monnaie purement africaine. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui les pays africains, si on se base selon votre analyse bien évidemment, pourquoi aujourd'hui les pays africains ne peuvent-ils pas aller front commun et se dire oui, aujourd'hui, si on a décidé de faire une monnaie africaine, de mettre sur pied une institution comme le Fonds monétaire africain, peu importe le pays, qu'il soit grand ou petit, qui veut s'interposer avec une telle initiative, nous faisons front commun et nous allons rehausser une telle institution et faire que cette institution voit le jour. Pourquoi est-ce que les pays africains ne vont pas front commun, M. Boukari Ouédraogo, contre ces pays occidentaux-là? Alors pour cela, il faut le dire clairement, il y a de nombreuses, comme le disait Thomas Sankara, il disait que l'administration coloniale a laissé derrière une administration néocoloniale qui poursuit les mêmes objectifs avec des élites qui ont été formées par l'école coloniale, formatées pour servir le système colonial. Et donc, ces personnes-là, ils n'ont pas le cerveau de l'homme africain en tant que tel. Ils sont conditionnés à quelque part. Mais en dehors du lavage du cerveau qui fait que certaines personnes, par exemple, souvent, quand vous voyez certains intellectuels, lorsque vous parlez, par exemple, même de la volonté même de rompre avec le système, par exemple, démocratique, parce que, à quelque part, nous sommes beaucoup liés au système démocratique et l'Europe détient ce système comme si c'est et il détient le monopole. Et celui qui est dans le système, si tous les pays africains, s'il pose un acte, ça est devenu contrôlé, si c'est bien posé. Et donc, à quelque part, quand vous-même vous essayez de remettre à cause cette réalité,
et pour que, en fait, les Africains puissent réfléchir par eux-mêmes pour pouvoir trouver d'autres mécanismes ou bien des réformes à ce niveau pour pouvoir mieux adapter à leur réalité. Vous voyez des gens qui agissent comme si c'était la parole de Dieu que vous êtes en train de contester, comme si ce système-là n'a pas été un système que les gens ont réfléchi pour mettre en place. Et donc, que nous puissions être libres pour réfléchir aussi, pour voir s'il y a des corrections à faire en fonction de nos réalités. Et donc, ce type d'élite-là, vous voyez qu'ils sont beaucoup limités en matière de réflexion. Et donc, il est difficile pour eux de pouvoir vraiment faire un travail, comme on appelle, et comme ce que se dit souvent, hors de la pensée du système, parce que c'est un système, on a été formé, conditionné, borné de telle sorte que même si nous réfléchissons comment, nous restons dans un cercle donné que le maître lui-même sait qu'on ne pourra pas traverser. Et donc, restant dans cette limitation, nous sommes contrôlables à volonté par celui qui nous a formés, qui nous a formatés, en soi-disant qu'il nous forme. Et aujourd'hui, quand vous regardez au sein de la classe dirigeante en Afrique, vous allez voir que tout le monde est représenté. Heureusement, à quelque part, nous voyons des gens qui essaient de s'échapper du système, de réfléchir autrement, qui veulent agir autrement, mais ils se retrouvent en face des gens aussi, et ils se combattent entre eux. Voilà, des gens qui sont là pour soutenir l'ancien système et des gens qui sont là qui veulent vraiment des changements. Et bon, depuis le passé, nous avons vu des gens comme ça avec les Sékou Touré qui ont eu un bras de fer avec les gens comme Alassane Dramane Ouattara et le Paul Sédar Senghor. Nous avons vu le cas des Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara il y a toujours un camp contre un camp. Et donc, ça, c'est une réalité. Et donc, ce qui veut dire qu'à quelque part, il y a des gens qui arrivent à échapper. Et donc, malheureusement, ceux qui échappent au contrôle total du système, qui veulent agir autrement, n'ont pas réussi à s'imposer. Et donc, nous pensons maintenant que nous allons, avec plusieurs années d'expérience, surtout quand si on va se limiter des années 50 à nos jours, pour parler des années des indépendances, à nos jours, nous avons plus de 60 ans d'expérience. Nous pouvons avoir une multitude d'exemples, aussi un certain nombre de dirigeants, de pouvoirs politiques qui ont été déstabilisés, des tentatives de prise de liberté qui ont été stoppées et tout ça. Et donc, nous pensons que les dirigeants aujourd'hui qui ont la bonne volonté ont tellement d'exemples sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Ils peuvent vraiment faire bloc. Et puis, pour pouvoir renverser la tendance, parce qu'à tout prix, ça serait imposé, parce que ça ne va pas, c'est pas un truc qui va passer aussi facilement. Et le pire, c'est que c'est un combat qui sera fait entre nous, Africains, parce que pendant que nous sommes en train de nous consulter pour dire que nous voulons notre liberté, voici ce qu'on veut pour l'Afrique, il y a des gens qui vont se lever pour appeler le maître pour dire voici ce que X est en train de manigancer ici. Et on lui donne une mission automatiquement et il se met en position, il commence à toucher ceux qui peuvent avoir la même vision que lui. Et donc, nous pensons que c'est les dirigeants qui ont la bonne volonté, qui ont échappé, en tout cas, au système, qui sont appelés donc à faire bloc et à se défendre pour faire face aux autres et pour pouvoir, même s'il faut se coaliser en dehors des systèmes déjà contrôlés par le système pour avancer. Comme de la manière les pays de l'AES le font, s'ils arrivent à continuer comme ça, d'autres pays, quelle que soit la position géographique, peuvent se permettre de traiter avec l'AES à plusieurs niveaux, même sur le plan économique, sur le plan monétaire et sur le plan sécuritaire, et ainsi de suite, tout en espérant que la famille puisse grandir au fur et à mesure, quand on sera à un moment donné en nombre, comme on appelle, en surnombre, on pourra vraiment imposer cela au niveau des institutions de la sous-région, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union, comme on appelle l'IA, l'Union africaine, qui n'est
pas à tous les niveaux, qui n'est pas en tout cas une union africaine en tant que telle jusqu'à présent. Et donc, on pourrait vraiment s'imposer et pouvoir créer l'environnement favorable de telle sorte que même ceux qui veulent maintenant combattre notre processus de libération puissent se retrouver à une posture où ils peuvent avoir même des sanctions, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est ceux qui veulent se libérer de l'impérialisme qui sont sanctionnés. Et donc, on peut renverser la tendance pour qu'on se retrouve dans une autre, comment on appelle, on puisse se retrouver dans un autre climat dynamique. Politique. Alors, M. Boukari Ouedraogo, on a le temps qui nous tient à la gorge. La régie me fait savoir que nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres, d'avoir répondu à présent à notre invitation ce soir pour débattre de cette thématique. Alors, c'est nous qui vous disons merci, encore merci une fois de plus pour l'invitation. Merci pour la cabine technique qui nous permet toujours par son génie technique de nous parler, de parler au monde entier à travers ce média panafricaniste qui est l'Afrique Média. Et donc, nous saluons également tous les téléspectateurs qui nous suivent parce que c'est lorsqu'on sait que vous êtes avec nous, que nous avons l'inspiration, que nous avons le courage de prendre notre temps et d'être là à tout moment pour pouvoir se parler. Je vous remercie. Monsieur Nyanyou Niblé, quant à lui, a eu un problème technique, donc il nous a naturellement dit au revoir par texto. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce quotidien d'appel sur le continent. Restez scotchés sur les programmes d'Afrique Média Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.